Bonsoir, bienvenue sur le Stammtisch ésotérique 4 déjà, donc ça fait un mois qu'on se voit le lundi soir de 18h à 19h. Pour ceux qui le voient en replay sur ma chaîne YouTube, c'est normal que ça soit en format vertical puisque c'est un direct, c'est un replay d'un direct de Instagram. Donc bienvenue à Colline, bienvenue à June Dottir, je ne sais pas si je prononce bien, cette fois-ci j'ai mis mes lunettes en plus pour mieux lire, parce que je deviens vieille, là j'avance. Et donc bienvenue à ce nouveau Stammtisch ésotérique. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par répondre aux questions que j'ai eues sur le Hécatéon Challenge. D'abord je voulais vous remercier beaucoup pour l'accueil que vous lui avez fait. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Et ça a été vraiment un plaisir de voir autant de partage de cette toute première partie sur 9 de l'Hécatéon Challenge. Et du coup, j'ai eu quelques questions, donc je vais vous y répondre avant de passer à la suite. J'ai pris ma liste, parce que comme d'habitude, je suis une moule et j'oublie. Alors, quelqu'un m'a posé une question sur l'Hécatéon Challenge, comme on travaille sur la part d'ombre. Elle m'a dit « Ah, mais si on a plusieurs problèmes, est-ce qu'on doit travailler sur chaque problème ?» Alors en fait, non, parce que la part d'ombre, en fait, c'est ce qui est le global de tous vos problèmes. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ah, mais il y a Sam. Ah, dis bonjour, Sam. Voilà. Il est content, il a fait son petit show. Donc je disais, quand on a plusieurs problèmes importants qu'on veut traiter, en fait la part d'ombre, elle regroupe en fait tous ces problèmes-là. C'est ça la part d'ombre, c'est toute cette part de nous qui est compliquée, complexe, et qu'on a du mal à exprimer, que parfois on cache aux autres aussi. Ben oui, ça me fait tomber mes questions. Et donc, le Hécatéon Challenge répond dans une globalité. C'est pas la peine de faire les tirages pour chaque chose qui vous mine, enfin qui vous touche, mais je suis bonjour Opi et merci beaucoup. J'espère pas trop pas trop bouleversé quand même, juste ce qu'il faut. Et donc la part d'ombre, c'est ça, c'est ce qui va recouvrir tout vos soucis, en tout ce que vous cachez, tout ce qui est à vous secret et ce que vous acceptez plus ou moins bien. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de fragmenter cette part d'ombre, c'est justement le travail sur la part d'ombre, c'est pour en refaire quelque chose de global et essayer justement de démêler les choses au fur et à mesure. Bonjour, une nouvelle. Donc ensuite la deuxième question que j'avais sur le Hécatéon Challenge, peut-on travailler avec une autre divinité? Alors bien sûr, suivant votre spiritualité, moi j'utilise Hécaté parce que c'est ma propre spiritualité et que le mois de novembre est dédié à la déesse Hécaté. C'est vraiment son mois de fête. Et donc, tant mieux, c'est bouleversé de façon très positive. Et donc, j'ai voulu axer ça sur ma propre pratique parce que quand j'ai préparé le Hécatéon Challenge avec les différentes questions, j'ai mis du temps à le faire et il me fallait une base que je connaisse bien. Mais c'est adaptable bien sûr à toutes les spiritualités et puis c'est adaptable aussi à même une spiritualité sans divinité. Vous pourrez parler à vos guides, poser les questions à vos guides spirituels. C'est vraiment pas fermé du tout. Je l'ai mis sous le hashtag Hécatéon Challenge pour que les gens puissent peut-être aussi se retrouver dans des questions que des gens partagent. Enfin, tout est histoire de convergence en fait. Mais si on m'a posé la question avec la déesse Hel, la déesse celte
elle, qui est d'ailleurs très proche dans ses attributions de Hécaté, oui bien sûr, et d'autres déesses, et même des déesses plus lumineuses, vous pouvez bien sûr adapter ça vraiment à vous. Donc ce n'est pas fermé du tout, et c'est très ouvert, c'est vraiment un travail sur soi, qu'on fait pour soi, et pour démêler des choses. Donc n'ayez pas de crainte, je ne serai pas vexée si vous utilisez d'autres divinités ou d'autres guides spirituels. C'est vraiment chacun vient comme il veut, c'est comme au McDo chez moi. Tu viens comme tu veux, tu viens comme tu es, tu viens avec ton histoire, complexe, pas complexe, c'est pas de souci. Ah voilà, Morrigan c'est très bien aussi, en plus Morrigan a aussi des points communs avec Hécaté. Et pour ceux et celles et ceux, j'ai l'impression d'être une politicienne, et celles et ceux qui travaillent sur des déesses plus claires, plus lumineuses, n'hésitez pas, ça marche aussi. Et pareil pour les guides spirituels. Alors, on m'avait dit que j'avais dit le 13 novembre pour la fête d'Hécaté, et oui, j'ai dit le 13 au lieu du 16. J'en suis fortement désolée. Je suis tellement obsédée par le 13 novembre où j'ai plein de trucs à faire ce jour-là que le travail a pris le dessus sur le spirituel. Voilà comment le monde pratique, terre à terre, prend le dessus sur le monde spirituel. Donc, oui, avec Ishtar aussi, très bien Ishtar d'ailleurs, Astarté, enfin vous pouvez vraiment l'adapter à votre spiritualité. Donc, en fait, les fêtes d'Hécaté commencent normalement le 7 novembre, enfin, à peu près, hein, on va dire que le travail, les festivités, on n'avait pas vraiment des grandes datations très précises en Antiquité, en tout cas pour les réadapter dans notre datation à nous, c'est plus compliqué. Donc ça commençait en gros autour du 7 novembre, c'était les mystères d'Hécaté, c'était les mystères de l'Éleusis. Alors l'Éleusis, c'est une ville qui existe toujours en Grèce, ce que vous entendez, c'est Digne, il a des choses à dire. Et donc les mystères de l'Éleusis, c'est vraiment une initiation dont on ne connaît pas grand-chose. C'était dans un temple dédié à Déméter et on parlait beaucoup de Perséphone, donc, et forcément de Hécaté qui est liée à l'histoire de Perséphone et de Déméter. Donc toutes ces festivités importantes commençaient le 7 novembre et la nuit, alors le 16 novembre c'est ce qu'on appelle la nuit d'Hécaté, c'est celle du monde en dessous, c'est celle de l'autre côté du voile, c'est celle des morts justement, de l'autre monde. Et le 30 novembre, vous avez les Hécaté, la fête de Hécaté des croisements. Et je fais bien les croisements, je trouve. Et donc, les Hécaté des croisements, vous pouvez aller lui faire bien sûr, si vous voulez, hein, c'est pas obligé, une petite offrande sur un croisement. Avec la chance, si vous trouvez 3 chemins qui se croisent, c'est très bien. Mais en tout cas, voilà pour Hécaté. Donc oui, j'avais dit le 13, j'ai réécouté. C'est qu'une petite obsession sur le 13 novembre. Je crois qu'il faut que je me calme un peu côté travail. Voilà. Donc après ces questions, si vous avez encore des questions sur le Hécatéon Challenge, vous pouvez me les poser là. J'en ai peut-être raté, donc je suis désolée pour celles et ceux dont j'ai raté la question. J'ai eu une semaine ultra chargée, donc j'ai essayé de répondre le plus possible. Et donc j'ai fait de mon mieux. Maintenant, on va passer à la suite de la semaine dernière. Vous vous souvenez, on avait parlé de la thématique de la sorcière par rapport à la politique. C'est 2 vidéos par semaine, le Hécatéon Challenge. C'est le samedi et le mercredi, donc la prochaine c'est mercredi. Et donc, la toute dernière vidéo, qui ne sera pas une étape, en fait, je vous parlerai de la déesse en elle-même.
et ça sera le 30 novembre pour la fête de Hécatée des croisements, Hécatée Trioditis. Donc je surveille le chat qui arrive parce que c'est Dean, on l'appelle Patte en bois aussi. Alors lui, je peux pas vous le présenter parce qu'il est un peu sauvage, mais vous devez l'entendre. Qu'est-ce qu'il y a, Dean? Ouais, t'as un truc à dire? Alors, il s'appelle Dean à cause de Supernatural. Sam et Dean, comme les frères Winchester. On a cherché loin. Qu'est-ce qu'il y a, Dean? Ah, il veut parler. Donc la semaine dernière, on avait dû couper un peu parce que j'avais pas suivi. Donc j'avais pas mon timer. Oui, alors les offrandes à Hécatée, en général, c'est du miel, un peu d'alcool si vous voulez. Elle aime beaucoup les choses sucrées. Je sais qu'elle aime beaucoup le miel, un peu de fromage. Vous pouvez faire des gâteaux. Il y a des gens qui font des gâteaux incroyables. Ce que je ne ferai pas parce que je suis nulle en cuisine. Mais il y a aussi une autre chose avec Hécatée, c'est que vous pouvez aussi donner à des bonnes œuvres en son nom. Et c'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup. Donc si vous avez une cause que vous voulez soutenir, vous pouvez le faire au nom de Hécatée, elle appréciera beaucoup. Ou par exemple, si vous voulez amener une couverture ou quelque chose à quelqu'un qui est dans la rue et qui a froid, vous pouvez le faire aussi. Elle pousse aussi au partage avec les plus démunis et puis avec des gens qui ont des gros soucis. Donc vous pouvez aider un ami aussi. Voilà, c'est une histoire de partage, c'est pas une histoire que de pure offrande classique sur un hôtel ou au milieu de la campagne. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez choisir vraiment votre manière de l'honorer, mais elle aime beaucoup en tout cas les dons à les œuvres ou qu'on aide quelqu'un dans le besoin. C'est quelque chose qu'elle apprécie beaucoup aussi. Donc, bonjour novembre. Et donc c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que ce n'est du coup pas une offrande classique, parce que du coup vous aidez aussi quelqu'un. Et puis en même temps vous honorez. Je pense que c'est une façon aussi d'être avec le monde qui nous entoure et de s'ouvrir à certaines choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a Dean qui tourne. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, Dean. Hop. Bonjour Dean. On va pas trop lui faire de bisous. Hein. Déjà qu'il s'est laissé porter, c'est incroyable. Alors, donc pour les sorcières cette fois. Donc la sorcellerie et la politique. Donc la semaine dernière, on a parlé du féminisme et tout ça. J'ai relu encore des choses depuis sur le fait que certaines d'entre vous, enfin certaines hommes ou femmes qui se disent sorciers ou sorcières se sentent spoliés en fait de leur titre par la politique. Et en fait, dans les conversations que j'ai eues, je comparais ça à l'art, où on peut être politisé ou pas, mais pour autant on ne vient pas critiquer la personne qui politise son art en lui disant « Oh, mais tu me voles quelque chose, tu voles une partie de moi ». On se bat pour d'autres choses. Par exemple, l'intérêt de l'art contemporain, c'est beaucoup moins grave. Et donc, il faut accepter que certains et certaines se retrouvent dans ce terme comme un terme d'affirmation d'une minorité, d'affirmation d'une différence, puisque la plupart des gens qui ont été tués pour sorcellerie, qu'ils soient hommes ou femmes, je précise, puisque là aussi il y a le grand clash. Ah non, mais ce ne sont pas que des femmes. Mais ça l'est essentiellement. Donc, c'est vrai que c'est du coup
un espèce de retour logique dans un terme plus politique, de s'approprier ça. Je comparerais ça à mes années 90, quand j'étais dans le milieu LGBT. En fait, quand je militais, je milite toujours, hein, mais dans les années 90, ce qui se faisait beaucoup, c'est qu'on s'appropriait le terme de PD, dans le sens où c'est une insulte, mais on se le réapproprie justement pour le vider de cette insulte et montrer finalement qu'on peut vous appeler comme ça, que ça te touche pas, que c'est toi et que vas-y, tu peux y aller, mais tu me fais pas peur. Et donc le mot sorcière, il faut le voir un peu comme ça. Non, sorcière, c'est pas être belle. Moi, je pense que c'est être différent. Mais je pense qu'il est surtout très mal utilisé, qu'on le contextualise absolument plus. Comme j'expliquais la semaine dernière, on ne le contextualise absolument plus. C'est un terme dont on a oublié le contexte, parce que depuis à peu près le 19e, avec la naissance d'une nouvelle spiritualité, d'un espèce de néopaganisme, on n'aborde plus en fait l'histoire, le côté vraiment historique de la sorcière. Et du coup, on perd effectivement le contexte et on se met à l'utiliser un peu n'importe comment. C'est ce que je reproche aussi au mot chaman, c'est ce que moi j'appelle des mots archétypaux, c'est-à-dire que c'est des mots on voit ce que c'est, ça paraît clair à tout le monde, mais en fait, ils sont tellement vidés de leur sens qu'ils gardent un sens, mais qui est très flou pour tout le monde, alors qu'en fait, ils ont un vrai sens si on les remet dans leur contexte de base. Et c'est, en tant que vieille universitaire, quelque chose pour lequel je me bats, c'est d'essayer au maximum. Alors on a tous des faiblesses, personne n'est parfait, mais essayer au maximum de toujours recontextualiser un terme pour pouvoir lui donner vraiment une explication et lui donner sa définition première, son sens, et pas que ça devienne un mot archétypal, un espèce de mot valise dans lequel on peut mettre plein de choses. Oui, la Wicca par contre a beaucoup fait pour que le terme sorcière soit justement perçu différemment, et elle a balayé le problème de la Wicca. La chose que je reproche en fait à la Wicca un peu, c'est d'avoir balayé, mais c'est aussi parce que c'est anglo-saxon, l'histoire de la sorcière, de l'Inquisition, de la chasse, parce que dans les pays anglo-saxons, tout le monde connaît Salem, on sait les sorcières de Pendle Witch, je crois. Ça me paraît bizarre comme nom, mais faut que je revérifie ça. En tout cas, en Angleterre aussi, il y a eu des massacres, mais pas autant que sur le continent européen, notamment en Alsace, comme je suis alsacienne, en Allemagne, dans tout ce qui est pays germaniques. Et aussi longtemps qu'on remonte, quoi qu'il en soit, sorcière reste un mot pour qualifier quelqu'un qui fait du mal. En gros, c'est pas, si on s'arrête pas juste à sorciarus, j'ai lu sur Wikipédia, non, il faut recontextualiser. Mais si beaucoup l'utilisent hors de leur contexte, je pense effectivement que ça vient des nouvelles façons d'aborder la spiritualité. C'est bien et pas bien. C'est très bien que la sorcière revienne au premier plan. Je trouve ça intéressant. Je lisais un article là-dessus que Katou avait partagé, Katou Tarot, je vous mettrai le lien dans le replay de demain. Elle passe toujours des choses très intéressantes sur ces sujets-là. Et le fait est que aujourd'hui, parfois, j'ai plus l'impression qu'on l'utilise comme une sorte de médaille ou de truc pour dire je suis sorcière, je suis très différente et j'ai des pouvoirs. Alors qu'en fait, c'est des choses tellement intangibles et délicates et
et que l'on ressent plus intimement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une étiquette sur des choses infimes? La plupart des gens qui ont été brûlés n'ont jamais utilisé ce terme. C'est venu tout plus tard, tout à la fin de la chasse, où c'était devenu une insulte et que on le voit dans d'autres extrémismes. On sait que quand quelqu'un peut être perturbé psychologiquement, il va utiliser un mot pour se définir et définir une certaine rage, une certaine colère. Et je crois que les sorcières qui se font appeler sorcières, je pense qu'elles sont assez équilibrées, que donc elles ne sont pas dans ce cas-là non plus. J'ai du mal, même avec mes lunettes, du mal à lire. Là, j'avance vraiment. Oui, c'est un faire valoir. Alors que par exemple, quand on lit les cartes, on pourrait se considérer comme sorcière. Quand on fait toute forme d'occultisme, on pourrait être considéré comme sorcière. Mais est-ce qu'on l'est? Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce terme qu'on a envie de voir sur notre associé à nous? Moi, je suis pas sûre que ça soit très bien. Je pense que être soi, c'est déjà un gros travail. Est-ce qu'on a besoin de toujours définir les choses? J'avais dit que je parlais de Shining. Alors je vais parler d'un truc intéressant par contre dans Dr. Sleep, et pas Dr. Sleep, qui est tout à fait autre chose. Alors, oui, mais la mode, quand elle s'empare d'un truc, elle a tendance à aspirer les choses. Moi, je dis toujours qu'il faut 3-4 ans, 3 ans pour que ça redevienne, ça se pacifie et que, en fait, il reste les gens qui travaillent vraiment dans une spiritualité et puis ça va se calmer. Il faut être un peu patient, je crois. Ah, j'ai raté cette tribune de girafe. Ah merde, il faut que j'aille voir ça. Il faut dire que je ne lis pas trop, elle a tendance un tout petit peu à m'agacer. Sur certaines choses, parce que parfois elle manque un peu de contexte aussi. Ah, bon devoir à Luna. Luna Christelle, bon devoir. Je suis de tout cœur avec toi. Oui, là, là, pour le coup, en plus, avec Marlène Schiappa, c'est une récupération politique, mais dans le monde vraiment politique, la politique de la politique, alors que moi, je pense que ça doit rester un terme qui appartient à des gens qui se battent pour des droits. On peut dire qu'un politique se bat pour des droits, elle se bat pour le féminisme, enfin, j'espère. Mais disons que je pense qu'elle peut laisser ça justement aux minorités qui sont vraiment sur le terrain et plutôt écouter ces gens qui ont probablement des choses très intéressantes à faire passer comme message. Ah, j'ai vraiment raté un truc avec Marlène Schiappa, ma mince alors. Bon, faut que j'aille voir ça. J'ai pas lu assez Twitter ces derniers jours. Ah, flûte alors. C'est nouveau. Je connaissais pas mal de choses qu'elle avait fait, dit, mais ça, non. Donc j'irai voir. Ah oui, mais qu'on aime se faire tirer les cartes, c'est autre chose. Ça, c'est qu'on s'intéresse à l'ésotérisme. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui se sont fait tirer les cartes. Par exemple, Mitterrand était très connu pour se faire tirer les cartes. Je ne sais plus quelle était elle était très connue, c'était peut-être Isabelle Tessier. Enfin, une connue. Et il se faisait tirer les cartes de légende. Oui, en fait, la politique, je parle cette fois-ci des gens, des hommes et des femmes, enfin des femmes et des hommes politiques, c'est toujours intéressé à l'occulte, à l'ésotérisme, pour différentes raisons. Oui, la justesse des mots, c'est important.
Ah voilà, Isabelle Tessier, oui, c'est possible, ouais. Et il se faisait tirer les cartes par elle. Je sais qu'il y accordait une certaine importance. Mais comme je disais, la politique a toujours eu un lien avec l'ésotérisme, parfois à l'extrême. Je vais devoir faire un point Godwin, hélas. Ceux qui ont peut-être le plus popularisé, ouvertement en tout cas, les relations entre l'occulte et puis la politique, c'est probablement les nazis. Avec l'Ahnenerbe, et qui voulait s'approprier une forme d'occultisme et qui avait hélas rapport uniquement aux racines, donc extrêmement fermé. Je ne vous fais pas de dessin, tout le monde connaît les joyeux nazis et leur théorie de l'arianité. Donc on ne va pas théoriser dessus, mais en tout cas ce sont les premiers ouvertement à avoir utilisé l'occultisme comme excuse à un fascisme et à l'avancée des idées d'extrême droite et à la détestation de l'autre. Ce qu'on retrouve chez certains païens aujourd'hui, hélas, et qui est très dommage parce que je pense qu'on peut être proche de ses racines en étant ouvert aux autres. Je compare toujours l'arbre qui a ses racines mais qui s'ouvre sur la canopée, et je pense que quand on n'est que sur les racines, l'arbre ne monte pas vers la canopée et devient juste un espèce de tronc un peu comme ça et tout sec. Et je pense qu'on ne peut pas fleurir sans accepter les autres tels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont et leur vécu. Donc surtout quand on parle de spiritualité, je reste toujours étonnée de tellement de fermeture d'esprit, alors que la spiritualité ou la religion dans son ensemble, qu'elle soit monothéiste, polythéiste, devrait enseigner l'amour d'autrui, l'amour dans l'altérité. Et c'est quelque chose qui me perturbe toujours beaucoup parce que je me demande ce qui s'est passé pour qu'on déteste autant les autres. Alors peut-être qu'il y a une histoire difficile derrière, mais il faut apprendre à aimer les autres. C'est bien d'aimer les autres. J'ai l'impression d'être Miss France aujourd'hui. Ah oui, mais souvent dans les religions celtes, pas seulement la morrigane, mais dans l'ensemble des religions celtes qui ont différé suivant l'obédience, il y a toujours justement cet attachement parfois fascisant. Donc c'est un regret, hein, mais hélas, on ne peut pas passer à côté. Donc on essaye de le combattre. Dans les groupes de païens dont je fais partie, on évite de parler politique. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais on essaye de ne pas mélanger la politique. Alors parfois elle se retrouve mêlée malgré tout aux conversations, et c'est toujours relou, on peut le dire, parce qu'en général c'est toujours pour affirmer une sorte de possession sur les terres, une sorte de possession du sang, et alors que finalement on a tous du sang qui vient d'ailleurs, et que finalement on vient tous de très loin si on remonte quand on ne se souvient plus et quand la spiritualité naissait avec l'humanité. Oui, et d'ailleurs moi qui écoute aussi de la musique nordique, celtique, on retrouve parfois je vérifie la bio des groupes et des fois ils font de la super musique et tu regardes la bio du groupe et tu vois qu'ils sont plutôt un peu à l'extrême droite et tu dis ah merde, alors c'est bien con, et du coup j'arrive plus à les écouter. C'est comme certains artistes qui vous déçoivent aussi pour des idées, c'est très dur après de dépasser en fait l'humain pour se dire non bon c'est de la musique, elle est cool, mais c'est vraiment, moi je vois l'art tellement rattaché à moi que je pense que tout le monde qui crée est ultra lié à son art et que c'est très difficile de décoincer les deux en fait. C'est très difficile de séparer les deux.
l'art, c'est quelque chose qu'on crée, enfin l'art, la création en tout cas, que ce soit musique, sculpture, peinture, normalement c'est tellement un truc qui vient des tripes que on ne peut pas trouver l'excuse de dire ah c'est que de la musique et je l'écoute sans connaître la philosophie du groupe ou de la personne qui l'a créé. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ah, Dean, tu reviens, tu as un avis aussi? Il y a peut-être un avis. Oui, les auteurs, les penseurs, c'est pareil. Des fois, on se dit, hey, il a dit des choses très bien. Des fois, ils disent des choses très bien. Et des fois, on se rend compte qu'en fait, il faut recontextualiser. On en revient au contexte. D'ailleurs, au sujet du contexte, je vais faire une petite référence pop culture cette fois. Il y a un épisode de Sherlock qui est le tout dernier épisode, la série Sherlock, donc la récente avec Benedict Cumberbatch et j'ai oublié son nom, la honte, j'ai oublié le nom de Dr. Watson. Le tout dernier épisode parle de justement contextualiser les choses et Eurus, je spoil pas Eurus, qui est un arc-ennemi de Sherlock, va essayer de lui montrer comment c'est le chat qui vient d'éternuer, comment le contexte joue sur la compréhension d'une situation. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, enfin regardez les autres épisodes avant parce que c'est con de regarder le tout dernier où tout se démêle et on comprend. Ah oui, Céline, oui, c'est un bon exemple par exemple. Martin Freeman, la honte, en plus j'ai vu le Hobbit, il n'y a pas longtemps. Ma mémoire, c'est comme mes yeux. Avec l'âge, tout s'en va. Et donc, je vous conseille de regarder Sherlock et le dernier épisode où on parle d'une situation et son contexte. Contextualisons et pourquoi le contexte est important et en quoi il peut influencer sur les choses. C'est pareil pour les mots, c'est pareil pour un auteur, c'est pareil pour un chanteur, c'est pareil pour tout. Il faut toujours essayer de comprendre un contexte. On quitte la spiritualité du coup. C'est comme quand on partage sur internet. Il vaut mieux avoir lu l'article avant que de partager un truc où il y a juste un titre et de vérifier que ça soit bien ça. Parce qu'en fait les fake news ça grossit aussi parce que on oublie de contextualiser les choses. Donc contextualisons les choses. Voilà, c'était la parenthèse. Fais attention à ce que tu lis et recontextualise. Mais dans la spiritualité, c'est pareil en fait. Alors il faut savoir que je ne sais pas faire un truc, ça ne marche jamais chez moi, les participations à... Donc je ne touche plus depuis. C'est que chaque fois ça bug. Donc je fais confiance à mon téléphone, il est comme ça. Je suis un peu quiche en informatique des fois. Et donc voilà. Donc ça c'était pour le truc sur finir avec les sorcières et puis tout ce truc politique. Je vous invite à lire, mais pas que sur le féminisme et la sorcière. Vous pouvez lire sur les minorités et la sorcière. Enfin, vous intéresser à la question plus profondément. Je pense que sur les deux directs, j'ai pu à peu près mettre à plat mes idées. Donc pour moi maintenant, on peut passer à autre chose. Il y a toujours des nouvelles questions de toute façon dans la spiritualité. Et faites-vous votre avis. C'est toujours important aussi de se faire son propre avis, de se contextualiser aussi soi dans un monde et pas que de contextualiser. En fait, on parle de cohérence là, Colline. Tu parles d'être cohérent, mais il faut être cohérent avec soi-même et son monde. C'est ça. Donc maintenant, on va passer à un truc un peu moins sérieux, un peu plus moins lourd. Alors moi, j'ai trouvé... Alors pour le coup, il s'appelle l'oracle de la sorcière, mais à la base, il s'appelait l'oracle de la Vika, ou le tarot de la Vika, je sais plus. Et je voulais vous le présenter parce qu'en fait, il est pas mal.
Alors c'est dommage de la rebaptiser parce que l'oracle de la Vika, qui est donc le même, si vous avez l'oracle de la Vika de Sally Morningstar, sachez que c'est le même. Donc ne l'achetez pas parce que ce sont les mêmes cartes. Ils ont juste changé le titre et le packaging, parce que je crois qu'il était bleu et je crois qu'il y avait un lapin peut-être dessus ou quelque chose comme ça dans la première version. Et donc ils ont rebaptisé ça justement, je pense, pour coller à la mode. Mais à la base, c'est donc l'oracle de la Vika. Donc je l'ai acheté récemment, je trouvais les images jolies. Et puis, donc ça c'est le livret. Alors déjà on a Aradia ici, avec le corbeau, et puis la forêt derrière. Alors j'ai pas encore tout lu dans le livret, j'avoue que comme il est assez récent, j'ai pas encore tout lu. Bon, en gros, il y a comme d'habitude les significations des cartes que je vais vous montrer après, puisque je sais que certains ou certaines d'entre vous sont intéressés peut-être par le deck, le jeu. Et donc, ouais, donc chaque fois il y a une signification, il y a un petit mot avec. Je regarde s'il y a des petits. Ouais, alors ça pour une fois c'est bien. Je sais pas si on le voit, mais pour une fois, ce qui est bien, c'est qu'on met au moins des étalements avec. Ça, c'est un des reproches que je fais toujours aux oracles, c'est le manque d'étalement dans les livrets sur les oracles. Parce que du coup, quand on se retrouve avec un oracle, parfois on ne sait pas trop comment l'utiliser. Là, il y en a un autre. Alors, j'ai pas étudié les étalements. Il y a le tirage en étoiles, qui parle de quoi d'ailleurs? Sur la destinée. Il vous connecte à vos pouvoirs planétaires. Il répond aux quêtes de révélation sur votre dessein spirituel, votre potentiel. Bon, c'est un tirage qui a l'air intéressant au moins. Je pense qu'en plus avec un oracle, c'est toujours avec un bon étalement, c'est moins violent qu'avec un tarot. Et puis, ce que j'aime moins, c'est qu'on parle de chakras. Je trouve que mêler les chakras, non, je sais que c'est très Vika, mais je sais que moi ça me perturbe, c'est personnel, hein, ne m'en veuillez pas. Mais voilà, il y a un petit tirage express, on peut tirer la carte du jour. Donc non, le livret, je dirais qu'il est bien fait. Elle parle aussi des fêtes. Je suis sur Mabon là. Donc c'est bien de recontextualiser. On parle de l'Esba, la pleine lune. Elle donne une petite recette pour du pain. Il y a Beltane, Lita. Voilà, les encens aussi qu'on peut fabriquer nous-mêmes. Ce que je n'ai jamais essayé. Déjà que je suis pas bonne en cuisine. Alors fabriquer un encens, je pense que je fais exploser la cuisine. On peut pas faire tout. Elle parle d'ailleurs des persécutions des sorcières. Alors j'ai pas lu du coup, il faudra que je lise. Mais elle recontextualise pour une fois, c'est bien. C'est ce qu'on disait avant. Et donc elle parle essentiellement des pays anglo-saxons, puisqu'elle est, je pense, anglaise. Je n'ai pas marqué. En tout cas, c'est bien de reparler de ça. Et elle reparle du paganisme aussi, et de l'histoire de la Vika pour celles et ceux qui s'y intéressent. Donc c'est pas mal. Maintenant je vais vous montrer les cartes comme promis. Alors je les ai tirées l'autre soir. Je tire les cartes pour Halloween. J'ai toujours tendance à battre les cartes avant de les montrer. On dit que ça purifie le jeu. D'ailleurs je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment purifier son jeu, parce que c'est une question qui revient souvent. Donc on va voir. Alors on a la bougie. Alors elles ne sont pas dans l'ordre, vu que je les ai battues. L'illumination, on retrouve le pan. J'espère que vous voyez clair. On retrouve le pan avec la bougie, et puis une sorte d'arc-en-ciel. Et on retrouve un triskel. Pour moi, le pan, je pense toujours au dieu Maustelek. Je ne le prononce probablement pas bien du tout, mais qui est un des dieux yézidis, le dieu Pan, et qui est très solaire. Et le Pan qui fait la roue aussi. Donc elle porte aussi une couronne de fleurs, je crois
que c'est des... Oui, Dean, c'est super, t'étais dans la caisse. Gratte bien. Et donc c'est l'illumination. Et donc c'est un peu l'avancée dans un monde plus sombre. Alors, on a l'homme vert. L'homme vert, c'est typique du néopaganisme. Céline, il vient vous annoncer qu'il a fait caca. Il vocalise après. Ouais, Lynn, c'est bon. On est content. Super. Je suis désolée. Ouais? Et quoi? Je vois tes yeux, hein. Donc l'homme vert est typique et il est ici, dans l'arbre. En fait, ça vient des traditions de l'homme sauvage, le Wildermann, comme on dit par chez nous, dans les pays germaniques, où il y a des traditions, des festivals où on retrouve l'homme sauvage. En nous, les gens portent des masques qui sont sculptés dans du bois. Ça peut être justement des masques de démons, des masques avec des plumes, des masques qu'on va vraiment fabriquer. Ah ben, je suis ravie en tant que mère que toi ailles bien, Dean. Ben, il a gardé ce côté, je dis à ma maman que j'ai bien fait caca, qu'il est beau et que je suis très fière. C'est bien. Super, Dean. Et en plus, ce qui est bien dans cette... il y a la porte ici de l'arbre avec un œuf qui est tenu par un serpent. Vous le voyez. Et donc il y a un côté, c'est la croissance. Et le serpent, c'est souvent aussi la connaissance. Ou le serpent médecine, ça dépend de l'acceptation du serpent. Ce n'est pas que le péché. Ça, c'est devenu le péché plus tard. Mais le serpent est plutôt bénéfique dans les spiritualités avant. On a le hibou, le gardien de la sagesse, normal, on le retrouve déjà ça chez les Grecs. On se souvient de la chouette d'Athéna, par exemple. On va la rapprocher du hibou pour le coup. C'est aussi le messager. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ouvre, donc c'est la porte vers la sagesse, et la clé est ici. Alors forcément, quand on travaille avec Hécatée, c'est très parlant, puisque la clé est un des symboles d'Hécatée importants. Il y a la clé, l'épée, la torche, et donc la clé, c'est la clé des portes. Bonsoir Sandy, la clé des portes qu'on peut ouvrir, soit sur la part d'ombre, soit sur les autres mondes. On est dans le liminal. La clé, j'ai tatoué ici les clés. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop. Alors j'ai des clés ici. Elles sont derrière la main. Il y a marqué à cœur vaillant, rien d'impossible. Ça vient du palier du facteur cheval, en fait. La phrase qui est très connue, mais c'est sculpté avec deux mains comme ça. Et moi, donc, j'ai rajouté les clés. Et dessus, il y a une chouette. Je ne sais pas si on la voit. Une des mains est tatouée avec une chouette pour la sagesse. Voilà, j'ai une triple lune là, comme ça vous la voyez aussi. C'est passion tatouage. Et donc là, beaucoup de mes tatouages ont des significations par rapport à ma propre spiritualité. Et donc c'est une forme d'armure spirituelle, pour me rappeler. Et dessus, c'est les clés de Gabriel et de l'ange Michael, parce que je suis ethnophrone, c'est-à-dire que je suis paganisante. Je mélange christianisme et paganisme. Donc on dit ethnophrone. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ça vient d'une hérésie du 7e siècle, où les gens étaient chrétiens et ils fêtaient pourtant les fêtes païennes. Donc on a considéré que ça faisait partie des hérésies. Et les gens qui étaient ethnophrones étaient... il y a très peu de choses écrites sur eux. J'essaye de faire des recherches pour développer justement et recontextualiser l'ethnophrone ou le paganisant du 7e siècle. Mais j'ai des passions comme ça. Et c'est très intéressant parce qu'on voit les liens du coup entre le paganisme et ce qui est devenu après la religion plus officielle, le christianisme.
Donc voilà, c'était la minute ethnophrone. Oui, les ethnophones, c'est ça. C'est quand on mélange... je m'en bras, je sais pas pourquoi. C'est le mélange, là aussi, j'ai un symbole... j'ai une... c'est la fatigue. J'ai un symbole païen, j'ai des cigognes, parce que je suis alsacienne. Mais ici, du coup on parle tatouage, c'est cool. Mais ici, j'ai la croix huguenote, parce que je veux être pasteur. Et sur mes mains, il y a écrit Sola Fide, sur mes doigts, qu'on voit pas bien parce que j'ai mon alliance et d'autres bagues, mais Sola Fide, c'est seule la foi compte, c'est un des 5 piliers du protestantisme. Et donc, en tant qu'ethnophrone, je garde des racines protestantes, parce que j'ai été élevée là-dedans, donc on peut jamais vraiment se débarrasser de ce qu'on a appris à la base. Donc du coup, on mêle les deux, c'est pour ça que j'ai Sainte-Barbe derrière moi, à côté de Hécatée qui est ici, et Anubis. Et donc, il n'y a pas pour moi de frontières, je pense que de toute façon, tout part, c'est comme l'humanité d'ailleurs, tout part d'un même nœud, et qu'on le déroule chacun à sa manière, et qu'on l'adapte chacun à nous, et que ça nous... Mais malgré tout, il faut recontextualiser certaines choses. Donc voilà, l'ethnophrone. Je vous écrirai le mot. Alors on trouve très peu de choses. Je cherche. Je ressens que je vais devoir aller à la bibliothèque universitaire pour travailler là-dessus, mais voilà. Donc on va continuer sur le jeu. On a le chaudron qui est le ventre maternel. Alors, moi par exemple, en tant qu'ethnophrone, sur mes tableaux, quand je représente un ventre maternel, je mets souvent un soleil. Ça vient des représentations de vierges avec un soleil, et c'est souvent ces représentations de vierges avec un soleil, c'est qu'elles sont enceintes du futur Christ. Et donc je trouve que c'est une belle représentation de la maternité, ce soleil qui grandit, mais c'est vrai que dans le paganisme, on peut aussi le rapprocher du chaudron dans lequel on va travailler. Non, il n'y a pas grand-chose sur l'ethnophrone. Il faut vraiment que je cherche parce que j'ai vraiment envie d'explorer ce terme qui est très intéressant. Et puis, elle me fait penser un peu à la High Priestess. Ça y est, j'ai perdu le mot en français. L'âge qui avance. Mais elle est dans ce champ, on voit ici un pentagramme, elle est vêtue avec une robe avec des fleurs très vertes, enfin des verdures très vertes, on retrouve le serpent qui s'enroule autour du bâton, et je travaille dessus, et si j'avance dans mes recherches, je développerai la chose, c'est prévu. Je manque un peu de temps en ce moment, mais je continue. Et donc voilà pour le chaudron. Alors ici on est dans c'est le grand prêtre. Alors celui-là c'est le gardien, il a des ailes, on se retrouve plus dans l'ancienne Perse, les religions zoroastres, etc. Donc avec ces représentations un peu de profil, un peu comme chez les Égyptiens. Oui, il y a aussi les cristaux paganes. Mais je pense que c'est une forme d'ethnophrone, mais comme c'est vraiment pas un terme connu, il y a des choses qui vont se recouper forcément. Donc les cristaux paganes, oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une bonne manière d'être en accord avec soi si on a peur, entre guillemets, de quitter la chrétienté, façon de parler. Même si je pense que le dies pater, chez les Gaulois, c'est ça, c'est l'esprit au-dessus de tout, et quel que soit le nom qu'on va lui donner, il n'est ni homme ni femme, il est universel, il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est la synchronicité, ça. Donc chez les Gaulois, c'était Dieu, c'est dies pater, le Père Dieu, qui est au-dessus de tout. Chez les Yézidis, on retrouve ça, mais il est au-dessus, et ensuite il y a le Dieu Pan, pas le Pan avec les petites cornes, le Dieu Pan qui fait la roue.
Oui, mais je crois que c'est le même jeu en fait, ce jeu dont tu me parles, parce que j'ai lu dans les commentaires sur Amazon, du coup, que certains l'avaient acheté, s'étaient rendu compte que c'était l'oracle de la Vika. Du coup, j'ai regardé, et oui, c'est bien les mêmes cartes que dans l'oracle de la Vika. Donc c'est peut-être dans celui dont tu me parles, avec le symbole de la déesse en couverture. Là, c'est ça, et c'est l'oracle de la sorcière. Et je crois que sur l'autre, il y avait un autre visuel. Je sais pas lequel d'ailleurs, j'ai oublié. Mais il y avait un autre visuel. Alors ensuite, on a la caverne avec un petit ours, le refuge. Alors la caverne, on sait que alors, on va se replacer loin dans nos cours de philosophie avec la caverne de Platon. La caverne, c'est souvent non seulement une sorte de monde dans le monde et de refuge, mais la caverne, c'est aussi une symbolique très forte de la société. Donc, ceux qui ne connaissent pas la symbolique de la caverne de Platon, je vous invite, celles et ceux qui ne la connaissent pas, à le lire. C'est très intéressant. Il y en a un qui va cracher une boule de poil. Alors, vous aurez tout eu ce soir. Le caca, la boule de poil. Bon, là, pour l'instant, il gonfle un petit matelas. Et donc, l'ours aussi, il y a le fait de faire ses réserves, puisque l'ours dort une partie de l'hiver. Mais je te conseille quand même de vérifier que je dis pas de bêtises, mais a priori, c'est le même jeu. Alors, c'est vrai que les dessins peuvent ne pas correspondre à tout le monde. Moi, je les trouve cute. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais ça cute. Des fois, je prends des jeux parce que je les trouve cute. Et puis en fait, comme je l'expliquais déjà dans différentes vidéos, quand on a un tirage difficile avec quelqu'un qui est un peu fragile et que ça a été un long tirage de tarot où on a sorti des trucs et que il a fallu vraiment chercher chacune de son côté dans les tripes pour faire sortir un truc dans des guidances comme ça très hard. Je trouve que c'est bien de finir avec un truc cute et mignon qui rassure et qui fait gentil. Et je trouve que c'est bien parce que déjà, ça résume un peu la situation de façon plus douce. Et puis, il y a le côté image un peu enfantine qui peut un peu, pas rassurer, mais je trouve que c'est bien de finir avec un truc mignon. Des fois, le mignon, c'est bien aussi. Alors, oui, l'autre monde. Maintenant, je suis comme penchée pour pouvoir lire, parce que sinon je lis sur mon cou, je ne lis rien. Dans la spiritualité, pour Hécaté, pour les déesses sombres, la caverne a de toute façon un rôle important. C'est aussi le vagin de la déesse mère, de Gaïa. C'est celui par lequel on rentre et on sort. Alors il y a une bonne représentation pop culture American Gods, il y a Bilkis, la reine de Saba, qui aspire les gens dans son vagin. Mais en fait, le vagin, c'est une grotte. Et donc, c'est très intéressant de voir cette symbolique utilisée comme ça. Et puis, donc, la caverne a vraiment différentes significations. Et suivant la personne que vous aurez en face de vous en tant que consultant, ou si c'est pour vous-même, vous ne lui donnerez pas forcément la même signification suivant la question que vous posez. Oui, je comprends que tu ailles voir Morrigan dans une caverne. Moi, quand je fais mes méditations, je commence par une caverne, enfin c'est une bouche, et ensuite une caverne, et ensuite un tunnel. C'est jamais un tunnel. En fait, c'est un souterrain avec des racines, ce qu'on retrouve dans mes peintures. Souvent dans le bas des peintures, on retrouve cette idée de cheminement dans les racines, entre les morts et entre ce qui repousse vers le haut et ce qui descend vers le bas. Oui, en parallèle du tarot, c'est bien d'avoir un oracle. Je vous dis surtout quand c'est un truc compliqué, même pour vous-même. Quand vous avez un tirage, je parlais de l'Hécatéon Challenge avant, comme on travaille sur la part d'ombre, c'est parfois bien de tempérer, façon de parler, avec un oracle que vous aimez bien, pas forcément celui de la déesse sombre qui est
relativement sombre aussi, mais vous pouvez le tempérer très bien avec un truc plus mignon, plus aéré, qui vous illumine un peu et qui vous fait reposer un peu. Donc il ne faut pas hésiter. Ici on a le familier avec ce fantôme de loup derrière. Je trouve assez intéressant parce que c'est vrai qu'un familier, ça peut être un guide spirituel. On en parle aussi comme un familier. Et ça peut être l'animal. Donc cette carte, et il y a le feu aussi. Et il est dans une position méditative. Donc elle est assez intéressante aussi cette carte. Et le familier, c'est l'allié. Donc il y a la boule de cristal. Je mets mon gros doigt devant. La boule de cristal qui est la sagacité. Oui, en plus, le tarot, c'est pas toujours facile de comprendre les messages. Surtout si tu le tires pour toi-même et que tu débutes, ça peut être au départ... wow. Donc, te servir d'un oracle à côté, c'est bien. Parce que parfois, ça va te donner des pistes, en fait, pour comprendre l'énergie qu'essaye de te communiquer le tarot. Donc, si on commence, je conseille aux gens de toujours tirer une carte en parallèle d'un oracle que vous aimez bien et que vous connaissez, ou qui vous plaît, ou voilà, un truc qui vous parle en tout cas, parce que ça va en fait, vous allez voir que ça va rentrer en résonance l'une et l'autre. Je le fais moi en fait pour les tirages, les guidances de la semaine, celle où on choisit une carte parmi les trois, une pile parmi les trois, parce que ça permet sur une guidance plus collective de focaliser parfois sur une énergie en particulier, et les oracles servent à ça. Enfin, pour moi, je trouve qu'ils servent à ça. Donc, c'est dans la pratique, c'est vraiment pas mal. Mais vraiment avec quelque chose qui vous parle. Si vous n'aimez pas les images, un truc, faut pas l'utiliser. C'est pas parce qu'un jeu est à la mode qu'il faut l'utiliser, par exemple. Il faut vraiment utiliser des choses qui ont une signification pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous ne serez pas aidé. Donc, il faut choisir quelque chose qui vous parle. Alors ici, on a le chat noir, que je perds. Le chat noir. Donc, on reste dans ce côté très doux et très enfantin. Enfin, enfantin, non, pas tellement. Mais très doux, que j'aime bien. Je vais en recevoir un autre que je trouvais très cute, encore plus cute que celui-là, pour des guidances encore plus hardées, où il faut... Voilà. Ah, le violet, j'aurais préféré, moi j'ai vert. Moi qui adore le violet, du coup, je me dis, flûte, j'ai vert. Bah, bon, vert, c'est couleur de l'espoir. Mais voilà, donc j'ai vert. Donc apparemment dans la première version, vous avez un dos violet. Donc si vous aimez le violet, essayez de trouver la première version. Pardon. Il me reste 1 minute 55. Mais je ne finis jamais, mais c'est fou ce que je peux blablater. Donc on finira du coup ça la semaine prochaine. Et du coup, la semaine prochaine, je vous parlerai de Shining aussi, et en fait du Shining, de ce qui est considéré comme le Shining, et je pourrais vous parler de ce qu'on appelle le passage d'âme, du terme que j'aime moyennement. Merci pour le compliment. Oui, des fois je dis des gros mots et tout, c'est toujours bien, il y a des chats qui vomissent et tout. Donc ça c'était l'oracle que je vous ai montré. Vous pouvez le trouver. Alors si vous voulez, enfin pas rigoler, mais moi aujourd'hui j'ai fait mes courses pour mon neveu, je lui ai ramené un jouet, du coup je suis tombée sur la femme actuelle. C'est de mon âge maintenant. Et il y avait un tarot dedans qui est tout bête. Ça s'appelle le tarot des saisons. Alors je l'ai pas encore tout regardé, mais c'est des images assez naïves comme ça. Si ça peut intéresser quelqu'un, c'est le Femme Actuelle, le spécial horoscope 2020. Donc voilà, je cherchais un petit jouet pour mon neveu et puis je suis tombée là-dessus. Et j'aime bien garder des trucs comme ça, un peu anecdotiques en collection. C'est mon côté Diogène. Donc il nous reste 30 secondes. J'ai un timer, dis donc, j'ai l'impression d'être à 9 dans une casserole. Donc je vous dis à bientôt. Merci
merci pour tous vos partages. Un oracle pour enfants, c'est pas mal, peut-être celui du Femme Actuelle pour commencer. Sinon, il y a tous les oracles, je fais vite, tous les oracles un peu mignons, justement, il faut regarder. Et je vous dis à bientôt pour d'autres